D'accord. Bien, ben, bonsoir à tous, hein, heureux de vous retrouver ou de vous trouver pour cette dernière séance. Alors, la dernière séance, elle porte sur, on va dire, le capital. Le capital de Marx, c'est essentiellement le livre 1 du Capital qu'il a publié lui-même, ou fait publier directement, en 1867. Alors, le livre 1 du Capital, j'avais énoncé cela la fois dernière, je vais y revenir un peu pour relancer les choses et les unifier. Bon, c'est le livre majeur, celui qui, entre guillemets, il faudrait lire. Hein. Dans une lettre à l'épouse d'un de ses amis, Kugelmann, Marx avait donné un ordre de lecture qui n'est pas forcément l'ordre linéaire du livre. Parce que quand on commence le livre 1 du Capital, c'est vrai que c'est un peu difficile et ça peut arrêter le lecteur. Alors il avait recommandé de commencer par des chapitres beaucoup plus historiques et plus simples, ce qui ne veut pas dire nécessairement tout à fait plus facile, hein, et notamment les chapitres 8, 11, 12, 13, 23, 24, qui racontent beaucoup plus des faits historiques. Par exemple, le développement de la manufacture, la coopération et la surveillance dans l'usine, et qui sont plus accessibles. Mais nous allons essayer de suivre l'ordre linéaire, alors en risquant quelque chose de difficile et de trop prétentieux, mais enfin, la prétention voudra cacher une modestie, c'est d'unifier un certain nombre de livres de Marx autour de la conceptualité, un grand mot, hein, du concept de critique de l'économie politique. Or, il faut bien dire que ça représente plusieurs livres, parce que ça représente le livre 1 du Capital, aussi les livres 2 et 3, hein, dont je rappelle que Marx les a écrits avant le livre 1. Ce sont des éléments de brouillon qu'Engels, plus tard, après la mort de Marx en 1883, a édité comme livres 2 et 3. Mais nous avons aussi, qui ont été publiés beaucoup plus tard, les brouillons du Capital, ce qui fait que je vais tenter de résumer ce que je considère comme l'essentiel pour moi de cette critique de l'économie politique, et de rassembler donc quelques livres en une seule critique, mais qui voudrait marquer la rigueur de la conceptualité de ce qui n'est pas une économie, mais une critique de l'économie politique. Ce n'est pas la même chose. Alors, ça renvoie à des questions interminables, hein, que je ne vais pas aborder, bien sûr. Marx était-il un économiste? On doit répondre oui et non, parce qu'il a parlé d'économie, et de l'autre qu'il a critiqué très nettement comme science et même comme type de savoir, tout en admettant, malgré tout, qu'il fallait bien sûr l'étudier et la connaître. Alors, je vais revenir sur ce que j'avais dit à la fois dernière en disant que la première notion qui traverse le Capital, et le livre 1 sera mon chemin, c'est la valeur d'échange. Alors, la valeur d'échange, j'avais indiqué que tout le début du Capital est hanté par la lecture d'un texte très célèbre que peut-être certains d'entre vous ont rencontré, le mythe de la caverne de Platon, où il y a ces prisonniers enchaînés au fond, qui ne regardent que le mur, alors que derrière défilent des gens dont un feu réverbère l'image devant les prisonniers qui ne voient pas les gens, jusqu'à ce qu'un prisonnier soit libéré de la caverne et finisse par la remonter jusqu'à voir l'extérieur de la caverne, c'est-à-dire le soleil. Alors, Marx parle, si l'on veut, hein, ça n'apparaît pas au début, mais ça vient très vite, de ce qu'il nomme le fétichisme de la marchandise. J'avais pris le cas, vous voyez, d'un enfant ou de quelqu'un qui a une pensée d'enfant, qu'on dira ici trop rapidement, mais très fruste, et qui rentre dans un magasin et qui voit le prix d'un objet. J'avais pris cet exemple d'une télévision de 250 €. Bon, eh bien, l'enfant va croire que le prix est attaché à la chose, comme si la chose, la télé en l'occurrence comme exemple, disait « je vaux tant ». Mais revenant 15 jours plus tard, il s'apercevra que le prix a varié et il pourra se poser des questions sur la variation du prix, et l'adulte qui sera avec lui pourra l'aider facilement, hanté qu'il est lui-même par toute une économie politique qu'il a reçue ici ou là, aujourd'hui par les journaux au sens large du terme journal. Et il verra très vite que le prix de la télévision est lié à la loi de l'offre et de la demande. Si le prix a baissé, c'est qu'il y a maintenant plus d'offres et moins de demandes, et vice-versa si le prix a augmenté. En un sens, pour Marx,
l'économie politique qu'il appelle bourgeoise ne sortira pas de ce schéma. Elle n'en sortira pas d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais de cette idée-là, Marx veut montrer la limite. Alors la limite en reprenant quand même l'économiste bourgeois par excellence, que Marx admire et suit, on en a déjà un peu parlé, David Ricardo, écossais, le père, dit-on, le théoricien, et ça n'est pas faux, de toute l'économie capitaliste. Et qu'amène Ricardo, Marx l'amène d'une manière un petit peu différente de Ricardo. C'est de dire, ben oui, mais il y a un moment où, même dans l'offre et de la demande, où je ne peux plus quand même tout à fait brader l'objet que je veux vendre. Alors, toute chose courue, on peut brader, mais le bradage est vu comme un bradage, est su comme tel. Et c'est là où Marx introduit dans Ricardo l'idée de limite. C'est-à-dire, si je commence à brader, ben, à la limite, les choses ne valent plus rien. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose quand même qui distingue, en langage marxiste, mais on peut comprendre, la valeur et le prix. On retrouvera cette idée-là dans le fait que quand j'ai fait une bonne affaire, en payant pas cher quelque chose, je peux me dire, eh bien, ça valait bien plus que ça, j'ai gagné de l'argent en l'achetant. C'est-à-dire que spontanément, nous avons tendance à distinguer valeur et prix. Et devant la limite du bradage, eh bien, Marx fait avec Engels, hein, le meilleur texte là-dessus est le début du livre 3, dans la préface de Engels au livre 3 du Capital, il y a quelque chose qui m'arrête et qui crée la valeur, qui est le lieu où la valeur apparaît. Mais alors, d'où vient la valeur si elle n'est pas le prix dans l'offre et la demande? Et c'est là que Ricardo introduit quelque chose que Marx va suivre, c'est le temps de travail. C'est-à-dire que ce qui unifie des travaux très hétérogènes, entre le travail d'un menuisier et le travail d'un professeur à notre époque, par exemple, ou d'un docteur, etc., bien, il y a bien sûr une large différence. Mais l'élément homogène, c'est la quantité de temps de travail. Et dans le temps de travail, Marx a cette célèbre formule qu'il écrit bien avant, hein, ce que je vous indique là, avant le livre 1, dans Misère de la philosophie, qui est le livre contre Proudhon, où il dit « L'homme devient la carcasse du temps ». C'est-à-dire, le temps de travail devient pratiquement la mesure du travail de l'homme. C'est l'unité homogène d'éléments hétérogènes. Alors, il faut que j'ajoute que, bien sûr, ce temps de travail comme unité d'une diversité, vous voyez, et là, Marx suit Platon. Platon a beaucoup réfléchi sur unité et diversité. Bon, ben, cette unité d'une diversité qui est donc dans le temps, il faut ajouter qu'elle n'existe vraiment que dans l'échange. C'est-à-dire, la valeur est bien sûr quelque chose qui est fonction de l'échange. C'est parce que j'échange que le temps de travail permet l'échange. Donc, valeur d'échange et temps de travail vont ensemble. Mais à la condition, bien sûr, que les marchandises soient échangées. Et c'est ce moment, la valeur d'échange, qui transforme le produit, alors le produit, l'appareil photo, hein, en marchandise. Voilà, une marchandise, c'est quelque chose d'échangé dans la vente, suivant le temps de travail. Alors, on sort de la caverne, si je reviens à mon mythe de la caverne, et tout d'un coup, en haut de la caverne, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois quelque chose qui inverse Platon. Vous voyez, Marx va renverser la barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand je suis en haut de la caverne, je vois que la vérité, c'est pas le soleil, c'est dans le bas. C'est le travail des prisonniers, de ceux qui bossent, qui sont à la tâche. Et Marx joue avec le mythe. Alors, il y joue tellement d'ailleurs que c'est un point que je n'avais pas abordé, hein, repris ici rapidement mais développé, c'est que ce que je vois en dehors de la caverne, eh bien, pour Marx, qui change Platon, c'est l'or du soleil. Bon, mais ça va permettre à Marx de dire, attention, c'est plus l'or que le soleil. C'est-à-dire celui qui sort de la caverne, il va toucher l'or. Celui d'en bas, il ne touche rien, il touche que la tâche. Et
ça va lui permettre de déterminer, à partir de cette image, hein, il en joue, le statut de quelque chose d'important chez lui, c'est, deuxième idée après celle de valeur d'échange, le statut de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, quand nous pensons la monnaie, nous avons tendance à penser que la monnaie est un signe. Si je sors mon billet de 20 € de ma poche, voilà, bah, c'est 20 €. Et derrière, il y a une idée fétichiste, enfin, qui rencontre cette image que j'avais évoquée de l'enfant. C'est-à-dire se dire, mais si la monnaie, c'est si simple, pourquoi on ne la fabrique pas partout? Vous voyez, on va donner des billets à tout le monde, et ça sera l'utopie concrète. Mais Marx va montrer que la question est beaucoup plus délicate que ça. La monnaie n'a pu se former historiquement que quand une marchandise s'est détachée des autres pour apparaître comme la marque de l'unité de valeur. C'est-à-dire, la monnaie est une marchandise parmi d'autres. Alors bien sûr, pour jouer le rôle de cette marchandise, deux matériaux ont été particulièrement précieux. Et ces éléments précieux, c'est l'or et l'argent. Alors, pourquoi l'or et l'argent? Bien parce que Marx dit l'or avait des qualités particulières, celui de ne pas être oxydable, de bien se garder, d'être relativement rare. Et c'est comme ça que c'est devenu la marchandise référence, avant que plus tard on donne une image de l'or dans le billet. Mais pour ça, il faudra les nations et la banque. Bon, ça nous indique quelque chose hein, sur lequel Marx insiste. Vous voyez ce qu'il dit sur la grande valeur des métaux précieux, leur durabilité, leur indestructibilité relative, leur propriété de ne pas s'oxyder à l'air, et spécialement pour l'or, de n'être pas soluble dans les acides dans l'eau régale, toutes ces propriétés naturelles font des métaux précieux la matière naturelle de la thésaurisation. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la chose qu'on détache le plus facilement comme marchandise. Mais il pourrait très bien y avoir des sociétés qui ont comme monnaie les moutons. Bon. Alors, ça dit quelque chose, ça, sur le fait que la monnaie est toujours une production en temps de travail. La valeur de l'or dépend aussi beaucoup du temps de travail pour produire l'or. Et par conséquent, détacher la monnaie du temps de travail, c'est un facteur qui conduira toujours à la crise. Quand vous fabriquez énormément de monnaie, mais que ça ne correspond pas au stock de production produit à un moment donné, vous pouvez être sûr que la crise va arriver, parce que ça va avoir tendance toujours à se rééquilibrer. Mais nous allons en reparler aujourd'hui. Alors Marx fait encore une remarque sur cette monnaie, hein, c'est de dire que la passion de s'enrichir, il appelle comme ça la jouissance de l'argent, et non plus l'argent pour la jouissance. C'est-à-dire, il dit que si l'argent est pour la jouissance, il n'y a plus de capitalisme. Il faut la jouissance de l'argent. N'a pu exister que quand quelque chose était détaché à part de la production. C'est-à-dire, l'esprit humain est ainsi fait, on ne sait pas bien pourquoi, qu'il se fixe sur quelque chose. Et il peut y avoir une jouissance de l'argent comme fixation donnée à un moment donné. Mais on verra, par exemple, que le célèbre Harpagon de Molière est un thésauriseur. Ce n'est pas un capitaliste. C'est-à-dire que l'Harpagon de Molière, l'avare, hein, est quelqu'un qui est pré-capitaliste. Il veut garder sa cassette. Qu'est-ce que sera un capitaliste? Et nous allons y venir, ou plutôt y revenir. C'est quelqu'un qui pense toujours en termes de valeur d'échange. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a l'esprit capitaliste. Je ne dis pas que c'est un capitaliste, hein, mais qui a l'esprit capitaliste, c'est quelqu'un qui va dire « Tiens, je vais acheter cette maison, je la retape, je la revends. » Et qui achète pour revendre. Tandis que l'autre peut avoir une mentalité thésauriseur pour garder. Mais c'est quand l'argent circulera que la mentalité capitaliste pourra se répandre plus avant. Alors c'est là que nous étions venus à la réponse à la question, mais qui est essentielle pour Marx. Je me permets simplement d'y réinsister en allant malgré tout assez vite. Hein. C'est que, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Eh bien, c'est très simple, si on peut dire. L'idée de Marx, c'est de l'avoir défini comme ce qui vise la valeur d'échange. C'est la production pour la valeur d'échange.
Alors, j'avais opposé, je reprends ce trait parce qu'il est au fond tout à fait déterminant, hein, au grand texte de Max Weber sur l'éthique protestante, grand sociologue allemand hein, du début du XXe siècle. Et quand Weber parle du capitalisme, il l'oppose très bien, il prend un exemple, il dit « Avant le capitalisme, on travaille à la commande ». C'est-à-dire, on va voir les clients, « Avez-vous besoin, madame machin, de tel habit cette année ?» et on produit après. Le capitaliste renverse la barre et produit avant la commande. C'est-à-dire ce qu'il veut, c'est, pour dégager les principes, c'est provoquer la commande. Alors, il va dire, j'avais pris cet exemple, je produis des chaussures, voilà, je pense que ça correspond à un besoin, je n'en suis pas tout à fait sûr. D'où l'idée, d'ailleurs, on voit bien, qui est propre au capitalisme, celle de créer des besoins, hein, quand ils n'existent pas. Voilà, je vais la produire à grande échelle, et puis je vais vendre, et là, comme ça, je pense que les gens ont besoin de chaussures, ça va marcher, à moi les profits. Mais pour produire à grande échelle, et nous en étions en gros là, mais il fallait reprendre la logique des choses, pour produire à grande échelle, il faut toute une organisation. Voilà. Alors, on a en plus une anticipation de ce qu'est le capitalisme. Parce que les chaussures que j'ai pris comme exemple, c'est un exemple de ce que Marx appelle, avec beaucoup d'autres, hein, la valeur d'usage. C'est-à-dire, on use des chaussures. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on emploie. Mais, après tout, je pourrais fabriquer absolument n'importe quoi. Vous voyez, beaucoup de critiques de Marx le reprochent, j'avais évoqué ce trait, hein, lui reprochent le communisme comme une utopie, une folie, disent-ils. Mais c'est pour beaucoup de marxiens ou marxistes, c'est le capitalisme qui est une folie. J'avais cité ce mot du célèbre dialoguiste de cinéma Michel Audiard, qui n'était pas de gauche, hein, convoquons-le quand même. Eh bien, il disait des objets qui servent pour être vendus ou pour être achetés, mais qui ne servent à rien d'autre que d'être achetés, c'est-à-dire une complète absurdité. Or, c'est vrai que le capitalisme n'arrêtera pas le marché. On peut très bien penser, par exemple, j'y pense souvent en voyant l'image de nos parfumeurs français. Vous avez les grandes fortunes françaises, c'est le parfum, hein, c'est pas un scoop, hein, ça se trouve partout, mais bien souvent, le capitalisme lui-même en tant que personne est une sorte de catholique intransigeant qui ne se parfume pas, ou pas beaucoup, mais qu'on vende du parfum à tout le monde, n'importe comment, n'importe quel parfum, tout ça, ça lui va très bien. C'est un objet comme d'autres qui garantit, ou qui permet plutôt, la production. C'est-à-dire la production va beaucoup avec le développement majeur de besoins factices. Alors, voilà le capitalisme en place. Marx s'est posé la question, je l'avais évoqué, comment est né le capitalisme. Alors, reprenons juste l'opposition à Max Weber. Max Weber dit que le capitalisme n'a pu naître que d'un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est la personne qui a dans la tête tout d'un coup une sorte d'invention, en disant, voilà, si je produis avant la déclaration du besoin, en produisant le besoin, ça va marcher. Alors, Marx ne le voit pas comme ça, hein, il voit plus s'allier dans 2 passages, ou 3 hein, du Capital, à l'extension du capital commercial. C'est-à-dire, il y avait des commerçants qui, à force d'avoir des possibilités de vente, ont eu trop d'argent et ont eu vaguement l'idée de produire petit à petit très différemment. Alors, la chose est possible, hein, c'est pas grave d'ailleurs, mais ça a été lié aussi à des événements historiques plus particuliers. Le désœuvrement de gens en Angleterre qui étaient chassés de leurs terres obtenues à la fin de la féodalité et qui étaient devenus des petits paysans que les gros paysans, devenus eux-mêmes des féodaux nobles, ont chassés. Ce qui a créé tout un vagabondage qu'il a fallu mettre au travail de la manière la plus virulente. Marx citant des textes, j'en avais cité un, c'est-à-dire si on manquait le travail 3 jours, on était marqué au fer rouge et au bout de 15 jours pendu. Alors évidemment, ça ne portait pas à la rigolade. Voilà, donc la forme commerciale et puis les événements historiques plus particuliers de l'Angleterre. Alors avançons maintenant,
qu'est-ce qu'il faut pour produire pour la valeur d'échange? Eh bien, il faut mettre l'accent, bien sûr, sur la quantité de produits. Alors, il serait faux de dire que cette quantité de produits néglige forcément la qualité des produits. Mais il n'est pas faux de dire que souvent la qualité devient tout à fait seconde. Si on peut vendre des choses qui ne sont pas de qualité, eh bien, c'est pas grave. Alors, pour produire, bien sûr, il va falloir, il y a toute une problématique qu'il va falloir mettre en place dans le capital de l'espace et du temps. Il faut changer l'espace, changer le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut rassembler des gens dans des lieux. Bon, pour comprendre, c'est simple, c'est la manufacture, l'anticipation de l'usine moderne. Voilà. La production ne se fait que quasiment dans un seul lieu extrêmement vaste. Et il faut jouer sur le temps, eh bien, c'est simple, il ne faut pas que le temps de travail soit trop long. Mais pour qu'il ne soit pas trop long, il faut le simplifier. Et c'est là qu'on voit, Marx le décrit très bien, prendre l'opération, prendre la place sur le métier. Par exemple, ça va plus vite si j'apprends à quelqu'un à ne faire qu'une seule tâche, plutôt qu'un métier. Et les tâches se succèdent sans même que l'ouvrier, appelons-le déjà l'ouvrier à cette époque, ne puisse voir le produit final. Ce qui compte, c'est sa tâche parcellisée. Vitesse et espace, alors espace parce que c'est à côté, mais vous voyez, ce ne sont plus les métiers qui se succèdent, ce sont des parcelles de travail. Ce qui sous-entend quelque chose de compliqué, il peut y avoir moins de formation à une époque où pourtant la production capitaliste produit plus. Pensons aux compagnons du Moyen-Âge, capables d'un métier complet. Or, le métier complet est devenu quelque chose qui, au fond, il faudrait combattre. Alors, la difficulté avec Marx, toujours, c'est de penser que Marx parle simplement du développement de la forme capitaliste qui a tendance à reléguer les autres formes de travail au second plan. Il ne veut jamais dire que ça disparaît totalement, bien que la tendance soit à la disparition totale. Bon, autant dire que Marx décrit une forme d'un capitalisme pur qui, globalement, n'existe tout à fait jamais. Bien qu'il puisse avoir tendance à exister à un certain lieu et à un certain temps, beaucoup plus qu'à d'autres. Mais Marx développe bien sûr un concept du capitalisme, le concept ne correspondant jamais tout à fait à l'existence. J'insiste sur ce trait parce qu'à plus d'un titre, l'esprit humain a tendance, tiens, on va retrouver la tendance, à être dogmatique et à vouloir que le concept soit la réalité, alors que la réalité est plus souple, beaucoup plus fluide et délicate. Ce que Marx savait, mais voilà. Alors voilà donc la naissance de la manufacture et de l'usine, qui produit en grande quantité quelque chose qui n'a pas toujours la qualité voulue. On le comprend d'autant mieux que quelqu'un dont c'est le métier de A jusqu'à Z pour faire un objet est généralement plus compétent que quelqu'un qui fait une tâche partielle qu'il s'agit d'assembler au bout du compte. Le risque de la camelote est beaucoup plus grand dans le cas des opérations qui se succèdent plutôt que dans celle du métier. Alors, est-ce que ça va s'arrêter là, l'analyse? Non, bien sûr. Et c'est là où nous allons arriver dans les théories de l'exploitation, de la survaleur absolue, de la survaleur relative, qu'on a traduit d'abord, Marx lui-même d'ailleurs avait pris cette traduction, la plus-value absolue et la plus-value relative. C'est-à-dire, comment le capitaliste gagne-t-il de l'argent? C'est simple, il doit faire du profit. Pour faire du profit, il doit vendre plus cher qu'il n'a acheté. Et c'est bien ça, à ce à quoi notre capitaliste pense. Bon. Et généralement, on a tendance à penser, l'économiste capitaliste moderne a tendance à penser, et pas lui tout seul,
que le capitaliste roule un peu le client. Et en roulant le client, lui fait payer plus cher la marchandise et économise du capital. Bon, or, ce que Marx va montrer, ou vouloir montrer, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe avec le mécanisme, c'est un chapitre du Capital, du salaire à l'embauche. C'est-à-dire qu'on paye l'ouvrier dès le début. Et on ne le paye pas relativement à l'objet produit et à la vente de l'objet produit. Alors, bien sûr, dans ce salaire à l'embauche, il y a une ruse. C'est le décalage du temps de production par rapport au temps de travail réel. Et le problème du capitaliste est d'obtenir de celui qui l'emploie, on dit souvent de l'ouvrier, mais nous allons y revenir, de celui qui l'emploie, plus de temps de travail qu'il n'en faudrait pour obtenir son salaire réel. C'est-à-dire on le fait travailler plus pour produire des objets, vous voyez, on rajoute une quantité de travail qui est en décalage par rapport au salaire qu'il va recevoir. C'est-à-dire, on fixe le salaire par rapport à un certain temps de travail donné, alors qu'il produit plus en temps de travail que ce pour quoi il est payé. C'est dans la différence entre les deux que va venir la plus-value. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous voyez, il travaille. Alors, mon raisonnement, plutôt celui de Marx, suppose de fixer encore une chose. Hein, c'est que ça suppose, pour produire à moins cher, que le salaire de l'ouvrier soit le plus bas possible. Plus le salaire sera bas, plus le temps de travail qui viendra du travail de l'ouvrier pourra être gommé à l'ouvrier au profit du capitaliste. Et cette tendance au salaire bas, eh bien, c'est ce qui permet donc ce que Marx appelle la survaleur. Alors, il y a plusieurs moyens de baisser le salaire par rapport donc au coût du travail. Et ce plusieurs moyens de baisser le coût du salaire, c'est le premier, tout simplement, de baisser le salaire et de dire aux ouvriers, si vous n'acceptez pas ce salaire aussi bas, allez voir ailleurs. Chose qui est aujourd'hui encore courante à n'importe quel moment, ou peut-être même souvent à n'importe quel lieu. Bon, premier moyen, la baisse directe du salaire, ce qui permet aux capitalistes, employons le terme, d'avoir un temps de travail pour lui important, puisqu'il a moins de salaire à donner. La production du temps de travail en surplus va lui revenir. Deuxième moyen, c'est que le problème de la baisse du salaire de l'ouvrier, elle a une limite. Cette limite, c'est la reconduction de la force de travail. Tout bêtement, hein. Il faut que l'ouvrier puisse revenir le lendemain, qu'il puisse être à peu près logé, à peu près nourri, avoir bu un peu. Marx dira même que le faire boire beaucoup peut avoir certains avantages à certains moments donnés, mais ce qu'il faudra faire alors pour baisser le salaire, c'est arriver à baisser le temps de travail nécessaire à la production des éléments premiers pour la reproduction de la force de travail. Bon, alors je vais le dire autrement, que les vêtements ne soient pas chers, que la nourriture ne soit pas chère, qu'un certain logement ne soit pas cher. Si on arrive à baisser ces éléments-là, eh bien, ça peut permettre de baisser le salaire de l'ouvrier parce qu'il a moins besoin pour les éléments de base. Bon, vous voyez, on pourrait prendre un exemple. Tout le monde en jeans. Bon, on les produit assez facilement. Voilà, très bien. Vous vous promenez en vacances, tout le monde short, tennis, t-shirt. Le tout produit maintenant en Asie. Parfait. Vous avez baissé le salaire. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une baisse du salaire indirecte. Mais néanmoins,
bien sûr, hein, extrêmement puissante. Alors, également, cela suppose un autre élément, l'introduction de la survaleur, et qui est le plus important. J'ai dit baisser le salaire, changer tout ce qui est du domaine des besoins premiers, c'est bien sûr, et là ça va nous amener vers la survaleur relative, c'est l'introduction de machines. Alors, qu'est-ce que permet la machine? Nous avions vu, hein, c'était plus philosophique, que l'outil était une sorte de, d'après Marx, qui n'est pas le seul à avoir dit ça, hein, un supplément de l'homme, mais un supplément obligé, nécessaire. Il faudrait dire d'ailleurs immédiat et direct, comme si le fait de s'emparer d'un bâton pour enfoncer quelque chose était naturel à l'homme, comme si le début de la culture par l'outil était déjà la nature, et que la flexion entre les deux était au fond quelque chose d'indéterminable. Bon. Eh bien, Marx montre que dans le capitalisme, c'est pas le souvenir, la machine poursuit l'outil. C'est-à-dire que la machine, c'est le complément humain. Ce qui voudra dire, sans doute, hein, bien qu'il ne le précise pas tout à fait en ces termes, que la machine, au début, c'est une copie de l'homme. Hein, il y a des machines qui prolongent l'homme, un peu comme la scie à métaux. Peut-être la tronçonneuse. Mais on voit entre la scie à métaux et la tronçonneuse qu'il y a ce que Marx appelle une forme de monstruosité qui s'est introduite. Parce que la machine est quelque chose qui est, peut-on dire, quelque peu calqué sur le corps de l'homme, mais qui le déforme radicalement, par son efficacité, sa rapidité, sa violence. Et l'introduction de machines va permettre de gagner en survaleur. Alors expliquons le trait, bon, il est assez facile. Un ouvrier, avec ses mains, peut produire quelque chose en 4 heures. Bon. Eh bien, avec la machine, il le produit en 2 heures. Donc, on a gagné, avec la machine, 2 heures de surtravail. Et le problème, c'est que cette volonté, plutôt ce désir, de gain en temps de travail, eh bien, il est aussi quelque chose qui existe, qu'on a laissé de côté pour l'instant, hein, qui existe dans la concurrence. Et si j'introduis une machine, je produis toujours mes chaussures. Bon. Chouette, la machine que je viens d'employer me fait gagner 2 heures de temps de travail de l'ouvrier qui produit maintenant 2 heures ce qu'il produisait en 4. Bah, c'est parfait. Seulement, vous voyez bien ce qui va se produire dans le capitalisme. Et c'est là où les choses continuent de se nouer. C'est que si un capitaliste donné me voit gagner beaucoup d'argent avec mes foutues chaussures, bah, ce qu'il va faire, c'est de dire, bah, voilà, allez, il faut aller dans la chaussure, ça marche. Introduisons les capitaux. Le problème, c'est que la concurrence, elle peut devenir très très dure. Au début, dit Marx, les capitalistes sont des frères. Avec le temps, ce sont des frères ennemis. C'est l'image qu'il emploie. Et l'introduction d'une machine entraîne l'introduction d'une autre machine. C'est une sorte d'infini. La machine en entraînant d'autres pour augmenter la productivité du travail. Alors, la machine coûte cher, bien sûr. Et c'est un problème, évidemment, du capitalisme. Alors, elle coûte cher et elle nécessite la formation de gens capables d'utiliser des machines, mais plus encore, de les faire. Et alors, elle nécessite tout un travail complexe, celui de la formation, par exemple d'un technicien, par exemple d'un ingénieur à l'époque moderne, et qui coûte cher et rentre dans les coûts de production. On verra, enfin vous voyez bien, ça peut être médié par l'État, etc. C'est tout un ensemble de données du capitalisme, mais ce travail complexe est nécessaire. Parfois, ce travail complexe est nécessaire à la production elle-même la plus directe dans l'usage des machines. Pensons à l'informatique moderne. Bon, alors, évidemment,
ça crée un problème qui est à l'arrière de tout ça. Vous voyez, la division entre le travail simple et le travail complexe. Il y a des travaux qui sont simples. Marx prend comme exemple le ménage. Bon, ça c'est sans doute complexifié, mais vous voyez, travail qu'il a le sentiment, surtout à son époque, qu'on peut apprendre très vite. Et puis, à côté, le travail complexe du technicien supérieur. Alors, là, c'est là peut-être un point nodal du marxisme, auquel il faut faire attention et que nous avions abordé la fois dernière, mais dans la discussion. C'est que, en 2 heures de travail, un technicien peut avoir une productivité de travail, un résultat de travail qui est 5 fois supérieur à un homme de ménage. En termes de rendement de la production de marchandises, l'un fait 5, pendant que l'un fait 1, le travail complexe est 5 fois 1. Bon. Mais imaginez que ce technicien dont j'ai parlé, au lieu de le payer 5 fois plus que l'homme de ménage, vous le payez 4 fois plus. Eh bien, l'homme technicien est plus exploité que l'homme de ménage. C'est-à-dire que, attention, le technicien, qui est mon exemple, n'est pas misérable. Il n'est pas dans la misère, alors que l'homme de ménage peut l'être. Néanmoins, en taux d'exploitation, le technicien est plus exploité que ne l'est l'homme de ménage. C'est ce qu'on appelle la survaleur relative. Alors, évidemment, ça a un certain nombre de conséquences. Peut-être j'ai dû ajouter un point mais qui allait de soi, c'est que pour augmenter le temps de travail de l'ouvrier, mais il faut le signaler quand même, Marx, j'ai parlé de baisser le salaire, des vêtements, de la nourriture, de l'introduction des machines, du travail complexe et du travail simple. Il eût fallu ajouter un problème qui est quand même loin d'être négligeable dans le monde moderne, le problème de la surveillance, c'est-à-dire ne rien laisser au hasard dans le travail des gens employés en temps de travail dans la manufacture. Alors, ça veut dire surveiller tout. Voilà. Alors, différents travailleurs dont la charge est la surveillance, mais aussi des technologies. Et Marx a tout à fait l'idée, à ce moment-là du livre 1 du Capital, du management moderne. C'est-à-dire, le management moderne, c'est imposer une surveillance qui peut être extrêmement subtile. Il y a un beau livre d'ailleurs là-dessus, du sociologue Boltanski, qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », où il montre le management moderne comme un management extrêmement subtil, c'est-à-dire que vous laissez les objectifs à faire à la base, et puis si l'objectif n'est pas obtenu, vous tapez à ce moment-là sur les doigts. Vous voyez, une autonomie qui est une fausse autonomie, qui est en fait très surveillée. Alors Marx parle, là il y aurait peut-être à faire, ça irait très loin, hein, ça a été tenté plus ou moins par Michel Foucault, une archéologie, le philosophe, une archéologie des sciences humaines, c'est-à-dire des sciences humaines peuvent être très utiles à la surveillance. Quels gestes sont les plus aptes à produire le plus facilement l'objet? Et si vous lisez par exemple des traités aujourd'hui, je vous conseille ça, de psychologie de l'attention, surtout des traités américains, mais ils sont arrivés en France. Je n'ai jamais fait de lecture, mais je prends position personnelle, hein, je sors de l'exposé doctrinal. Je n'ai jamais vu des livres plus redoutables. C'est-à-dire, on teste les gens, qu'est-ce qu'il peut entendre quand il a les 2 oreilles bouchées, qu'est-ce qu'il entend d'une oreille et de l'autre, est-ce qu'on peut lui en faire entendre 2 messages différents? Mais c'est pour coder le travail. Et c'est absolument terrible. Bon, lisez Psychologie de l'attention de Jean-François Richard, ça vaut la peine. Bon, alors voilà, alors, la technologie, elle peut venir de sciences humaines, surtout la psychologie sociale, extrêmement subtilement faite. Alors également, peu importe
la race de l'ouvrier pour le peu que le temps de travail soit là et la machine avec. Peu importe la race et l'histoire du client. Le capitalisme a dans son concept la mondialisation, terme souvent employé par Marx parce qu'il le déduisait absolument logiquement. Le texte le plus fameux, pour augmenter le temps de travail rentable pour la formation du capital pour le capitaliste, c'est celui-là qui n'existe pas dans la version allemande du livre 1 du Capital, mais qui existe dans la version française, qui a été surveillée par Marx, qui en a fait une partie. Remplacer une force supérieure plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l'homme par la femme, l'adulte par l'adolescent et l'enfant, un Yankee par 3 Chinois. Vous voyez, c'est direct. Donc, voilà, la valeur d'échange est devenue survaleur absolue et relative. Maintenant, du coup, mais c'est logique, qu'est-ce qu'un prolétaire? Nous avons tendance à penser qu'un prolétaire est toujours un ouvrier. Et il est exact de dire que dans les premiers textes de Marx, le plus souvent dans Marx, et pas que dans Marx, dans la réalité, le prolétaire est un ouvrier. Mais ça ne correspond pas à la définition du prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui est exploité en temps de travail par le capital. Vous voyez, je vous donne la définition de Marx. Par prolétaire, il n'y a rien d'autre à entendre du point de vue de l'économie que le travailleur salarié qui produit et valorise du capital et qu'on jette sur le pavé dès qu'il n'est plus indispensable pour les besoins de la valorisation de Monsieur Capital. C'est-à-dire qu'un ingénieur, au sens proprement marxiste, est un prolétaire. C'est-à-dire qu'il peut être parfaitement jeté par le capital. Et, par exemple, un pharmacien, un médecin, peut être un prolétaire. Alors, comment? C'est là où il y a problème. Un médecin libéral installé à son compte n'est pas un capitaliste, n'est pas non plus un prolétaire. Par contre, des capitalistes qui disent « on investit, on va employer des médecins, on leur donne des lieux, ils font partie de telle entreprise, ils sont salariés tant et le salaire est à l'embauche ». Là, ce sont des prolétaires. Et ce qui caractérise le prolétaire, Engels insiste dans un de ses derniers textes, pas dernier, mais enfin peu importe, en disant que c'est quelqu'un qui a la vie suspendue au capital, c'est-à-dire pour qui la condition est incertaine. Bon. Alors, bien sûr, à côté, il y aura, mais nous en avions parlé la fois dernière dans la discussion, des travailleurs que Marx appelle improductifs. Et ces travailleurs improductifs, alors, ce ne sont pas tous les fonctionnaires, car les fonctionnaires peuvent servir à la production, et à la production capitaliste. Alors, comment, je ne peux pas m'éterniser, vous voyez, mais comment les fonctionnaires peuvent servir à la production capitaliste? Par la formation. Mais ce qui veut dire que c'est l'État qui joue le rôle de capitaliste pour former. Mais beaucoup de travailleurs peuvent être improductifs. Bon, alors, vous savez, la phrase de Marx que j'avais citée, c'était les merdeux de l'État, c'est-à-dire les assistés. Bon, le mot allemand, c'est bien traduit, voilà. Bon. Mais ce ne sont pas tous les fonctionnaires, il faut y insister. Alors, voilà le prolétaire, et Marx d'indiquer, alors là il y a un point de Marx qui est un peu problématique, c'est de voir la transformation capitaliste comme quelque chose d'assez immédiat de son temps. Il se met à ce moment-là, quand il a parlé du prolétaire, à parler de l'agriculture. Et il voit l'agriculture devenir capitaliste. Alors, vous voyez comment l'agriculture peut devenir capitaliste. Capitaux investis, achat des terres, salarisation des agriculteurs, plus propriétaire de terre, le propriétaire c'est capitaliste, ou les capitalistes, et l'affaire est dans le sac. Et Marx voit l'agriculture se transformer en cette industrie concurrentielle qui va entraîner l'usage, il le voit très bien, c'est dans les textes, je ne peux pas les citer tous, l'usage d'engrais qui vont ruiner la terre, vous voyez l'art de piller le sol, ruine de la terre et du travailleur, voilà, c'est une logique absolument. Vous voyez que l'agriculture, sa transformation capitaliste est longue quand même, y compris dans les pays occidentaux. Ce qui ne veut pas dire, je me garderai bien
d'avancer tout à fait dans ce sens-là, que Marx ait eu tort dans sa vision. Bon, alors, continuons sur l'axe de la production. On en a à peu près développé les principaux éléments. Mais un autre élément est important, c'est la distinction qu'il fait, mais ça vient de la logique, d'ailleurs ça découle des choses, ça a déjà été fait dans mon discours, si je puis dire, la distinction entre le capital constant et le capital variable. Le capital constant, c'est tout ce qu'il faut pour se mettre à la production, traduit en prose, pour que l'ouvrier se mette à bosser. Alors, matière première, machine première, teinture, couleur pour le tissage, tout ce dont il a besoin. Capital constant, qui perd de sa valeur au fur et à mesure qu'il s'use, sous l'usure par l'usage de l'ouvrier. Le capital variable, c'est le capital pour le salaire. Bon. Et toute production de marchandises nécessite, si vous voulez, ce double capital. Le propre du marxisme, c'est de dire que le capital constant a toujours tendance à, d'une entreprise à l'autre, ne pas véritablement varier. Les mêmes machines, les mêmes objets, les mêmes choses, les mêmes lieux pour permettre la production. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas variation. Mais au fur et à mesure que la concurrence existe dans le temps, la constance du capital a tendance à être, comme le mot l'indique, constante. La variabilité, c'est le salaire. Mais comme le capital constant d'un concurrent à l'autre a tendance à être le même, la recherche du profit se fait sur le capital variable. C'est-à-dire que c'est toujours le capital variable qui marque les différences de prix d'un concurrent à l'autre au sein d'une concurrence relativement exacerbée. Alors, le problème, c'est que le capitaliste cherche toujours à gagner sur le capital variable. Payer moins, je ne reviens pas en arrière, ça vient d'être décrit. Mais le capital constant a toujours tendance à être constant, donc il faut essayer aussi de le faire bouger. Et c'est pour ça que le capitaliste a tendance à devoir toujours travailler au développement de la science. Parce que c'est la science, les machines, qui va permettre de jouer quelque peu, très relativement, sur le capital constant. Alors, ça suppose une idée, c'est que la science n'est pas quelque chose d'absolument libre d'esprit. Ça ne veut pas dire que Marx ne pensait pas qu'il n'y avait pas de la science libre d'esprit. Mais le plus souvent, la science est au service du capitalisme. Et les inventions scientifiques sont souvent des inventions qui sont cherchées par des ingénieurs qui ont en charge la rentabilité. La science n'est pas neutre, et encore moins la technique qui sort de la science. Elle est d'abord capitaliste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un usage des sciences et des machines qui peut se retourner. C'est possible. Mais au départ, ça n'est pas comme ça. Or, le développement de la science dans la concurrence a tendance à être infinitisé, illimité. Vous voyez, c'est l'illimité dont se méfiaient les philosophes antiques. Et ce rôle de la science dans le capital constant, elle va poser un problème. Je l'indique dès maintenant pour ne pas devoir parler trop longtemps. C'est que le capital constant va nécessiter un investissement de plus en plus grand en travail complexe et en machine de machine du capitaliste. Mais du coup, il va lui rester moins pour jouer sur le capital variable. Les sommes qu'il va pouvoir allouer au capital variable, qui sont pourtant la source de la rentabilité, puisque le capital constant s'équilibre dans la constance du temps et des techniques, d'un concurrent à l'autre, eh bien, le capital variable, il va avoir moins d'argent. Or, c'est là un sacré paradoxe du capitalisme, et pour tout dire pour Marx, sa contradiction radicale. C'est que d'un côté, il a besoin de produire et de dépenser cher pour produire, et de l'autre, il peut dépenser moins, pourtant pour les gens qui vont acheter. Donc, il y a une sorte de contradiction entre la production et la consommation. C'est-à-dire, on met tellement d'argent pour produire que l'argent qu'on va pouvoir mettre pour consommer
a tendance à diminuer par rapport à la production, ce qui ne peut que créer des crises à un moment donné. Et ces crises sont un des éléments majeurs de la crise permanente du capitalisme. C'est-à-dire le capitalisme est une sorte de crise continuée à cause de cette distorsion entre l'argent qu'il faut mettre pour le capital constant d'un côté et la diminution pour le capital variable, parce qu'il ne reste pas assez d'argent de l'autre côté. Manque de consommateurs. On ne sait plus quoi faire. Enfin, il y a des remèdes. On y reviendra. Il y a une phrase de Marx qui est étonnante quand même, hein, je la signale au passage. Elle est la source de l'œuvre importante au XXe siècle et au XXIe, il est toujours vivant, du philosophe allemand que j'ai déjà cité, Jürgen Habermas. C'est que Marx dit à un endroit que la science est en train de se substituer au temps de travail. Phrase tout à fait bizarre, qui n'a pas écrite dans le Capital, mais qui est dans les brouillons. Je vous la lis. À mesure que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement au cours du temps de travail, laquelle, à son tour, leur puissance efficace, n'a elle-même aucun rapport avec le temps de travail immédiatement dépensé pour les produire, mais dépend bien plutôt du niveau général de la science. C'est-à-dire que Marx, dans cette phrase, renonce à sa propre doctrine. Voulant dire par là quand même un phénomène important, c'est qu'à un certain degré du développement de la science, eh bien la science va engloutir toute la production. Mais du coup, on ne pourra plus jouer sur le capital variable. C'est-à-dire qu'à la limite, le développement de la science, avec la technique, peut amener un changement radical de société à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire des profits. Alors, effondrement du capitalisme, ben ça part pour une part de cette idée-là. Bon, alors, je n'ai parlé, dans le fond, que du livre 1. Il faudrait parler du livre 2 et 3. Mais je vais le faire extrêmement vite. Le livre 2, est terrible à lire. Rosa Luxembourg, célèbre pour tout le monde, disait là, il faut mieux le rejeter en dernier parce qu'on se prend la tête. Bon, expliquons simplement les choses. La visée du livre 2, c'est de montrer que le capitalisme a besoin de renouveler son capital. Donc, il lui faut diminuer le temps de production. Plus il diminue le temps du temps de production, plus il a de chances de pouvoir renouveler son capital en faisant plusieurs essais. Des chaussures une fois, des chaussures deux fois, des chaussures trois fois. Ou bien en changeant de produit. Donc, il faut aller vite. Alors, le capitalisme a tendance à activer la production. Et c'est là où Marx développe de très beaux passages étonnants de vision sur le développement des transports. C'est-à-dire, il dit le capitalisme accélère les transports et n'a pas fini. Et bon, pensez à aujourd'hui, la révolution chinoise moderne, capitaliste j'entends, pas celle d'avant. Eh bien, les containers qui viennent de Chine, impossible sans les énormes bateaux qui flottent. C'est une révolution dans les transports. Un capitaine de marchandises que j'ai interviewé un jour m'a dit « Mais mon métier a absolument complètement changé. J'ai débuté, j'étais quasiment en voilier avec un vieux cargo. Il dit à la fin, c'était des machins monstrueux, embarquant tout de Chine d'une manière gigantesque. Pensez aussi aux avions gros porteurs, qui permettent une révolution dans la production d'une manière radicale par le transport. » Alors, la deuxième idée, et qui est importante dans le livre 2 du Capital, c'est que Marx va montrer que les capitalistes ont toujours tendance à investir dans les mêmes secteurs. C'est simple, parce qu'ils sont porteurs. Alors, j'ai squeezé un peu le fait que les capitalistes, ce qui va les aider à la rotation du capital, c'est la bourse, la création de la bourse et la création de la banque. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à la banque et à la bourse obtenir des capitaux plus grands par achat d'actions. Alors Marx faisant une critique radicale de ça, parce que en disant que c'est important à notre époque, il faut que j'en parle, même si ça dure une minute de plus, c'est que la bourse a tendance à faire développer le capital financier par rapport au capital productif.
et qu'il y a presque une opposition entre les deux capitalismes. Bon, dit autrement, et très vite, je vais à la bourse aujourd'hui sur ordinateur, j'achète du Texas Instruments, parce que je me dis ça va monter, ça a monté le mois dernier, je ne sais même pas où est l'usine, je ne sais pas ce que c'est, hein, ou à peine, et ce qui m'intéresse c'est de revendre à un moment donné. C'est un capitalisme totalement abstrait, vous voyez, qui n'a plus rien à voir avec la production. Alors, Marx développe l'idée que si le capitalisme totalement abstrait de la finance, c'est-à-dire de la banque et de la bourse, se développe trop par rapport au capital productif, on va vers une crise. Parce que le temps de travail joue sa norme, ramène tout. Ça s'effondrera. Ça s'effondre régulièrement. Alors, voilà. Alors, juste le point, c'est que investissant tous dans le même domaine, il y a des moments où les gens ne peuvent plus acheter parce que les autres domaines n'ont pas été développés. Le chômage s'est développé, il n'y a plus de boulot. Il y a donc une distorsion radicale entre des secteurs du capitalisme qui font qu'il y a des moments de crise. Il n'y a plus de gens pour acheter. Là, il y a une double thèse dans le marxisme, je la signale en passant, celle de Rosa Luxembourg, qui disait que cet aspect chaotique du capitalisme, chaotique, vous comprenez, un secteur développé, pas les autres, va conduire à son effondrement. Ça a été limité par un grand livre que Lénine n'aimait pas, hein, mais je pense que Lénine, si je puis me permettre, avait tort. C'est le livre d'un marxiste russe qui lui montre, par l'étude des crises en Angleterre au XIXe siècle, que le capitalisme s'en sort toujours, qui réussit, bon, il y a du chômage, il y a de la crise, etc., mais qu'à un moment donné, ça repart. Alors Lénine, ça l'avait fâché. Il voulait que ça ne reporte pas. Mais il n'avait peut-être pas tout à fait raison. Hein. Alors, je cite son nom, hein, si vous avez l'occasion, c'est un peu rébarbatif à lire, mais c'est un très grand livre du marxisme. Et l'auteur s'appelle Tougan Baranovski, Les crises en Angleterre au XIXe siècle. Bon, le livre 3, allons encore plus vite, hein, et on aura fini. Le livre 3 est sur le profit. Bon. Le profit, mais j'ai déjà expliqué le processus, j'ai pris de l'avance. Le capitaliste veut faire du profit. Donc il veut vendre plus cher que le capital constant et le capital variable qu'il a dû dépenser pour la production de marchandises. Bon. Mais le problème, c'est que c'est forcément quelque chose de très difficile par l'augmentation qu'il doit faire du capital constant déjà expliqué. Donc, Marx de dire, dans le livre 3, que le taux de profit des capitalistes a tendance à la baisse. Alors bon, on dira, s'il a tendance à la baisse, depuis que Marx est mort, il devrait avoir tellement baissé que ça n'existerait plus. Alors, Marx est assez conscient de ça. Mais il dit qu'il y a des moyens, hein, pour le capitaliste de limiter la baisse. Alors, il les donne, hein, baisser le prix des machines, en baissant le prix du travail, plus spécifiquement dans la fabrique des machines, gare au salaire des ingénieurs. Augmenter l'intensité du travail vivant, c'est-à-dire faire travailler les gens plus en les surveillant plus à la schlag. Réduire le salaire drastiquement, même si on donne un salaire misérable, dit Marx. Terme où il emploie le terme misérable, ce qui est rare, parce qu'il n'aime pas Victor Hugo, qui a écrit au même moment. Baisser le prix des matières premières. Alors la lutte pour les matières premières, Marx dit, ça promet. Bon là, il ne s'est pas tout à fait trompé. Hein. Et puis, vendre partout, l'extension du commerce extérieur, l'augmentation du capital par action, c'est-à-dire du rôle de la bourse et de la banque avec les risques que ça encourt. Et puis, encore une chose, hein, il a assez bien réussi son coup, la destruction régulière du capital constant, c'est-à-dire la guerre. Voilà, hein, qui permet de relancer la formation du capital constant. Voilà, on a fait à peu près le tour. Restait un point sur lequel je vais dire un mot, et puis vous en aurez fini, ne vous inquiétez pas. C'est, bien sûr, de tout cela, Marx veut sortir le communisme. Alors, le communisme, Marx, qu'est-ce que ça va être que le communisme? Bien, c'est l'idée que le capital doit appartenir à la collectivité. Alors,
Marx fait l'apologie, vous voyez, j'ai été rapide, hein, il fait quand même l'apologie de la bourse, parce que c'est une socialisation du capital, dangereuse, risquée, mais quand même. Et il fait l'apologie des usines coopératives ouvrières, là où les ouvriers dirigent l'entreprise. Il rejoint sur ce point, pour une fois, Proudhon. Mais là, il y insiste, tout en disant que c'est un lieu où les ouvriers s'exploitent eux-mêmes. Bien sûr, parce que c'est du capitalisme. Mais il dit que quand même, c'est le chemin vers le communisme. Alors, qu'est-ce que ce serait que le communisme? Eh bien, il va dire, c'est un temps de travail donné par, on va dire là, le citoyen, à la collectivité. Mais par un temps de travail qui n'est pas déterminé par la concurrence. Et l'état de la concurrence et de l'utilisation des machines dans la concurrence. Mais qui est déterminé par le plan, c'est-à-dire la décision à partir d'un calcul de probabilité. J'aurai tant de temps de travail pour la collectivité. Et le reste, ça sera du temps à moi. Alors, pour mon temps de travail, je recevrai des bons non échangeables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange. Il y a une planification et des besoins validés par le temps de travail donné et qui est incarnable dans des bons donnés. Voilà. Et c'est la base de l'idée du communisme, hein, que Marx voyait évoluer petit à petit, non plus en fonction d'un salaire lié au temps de travail et à ses bons, mais en fonction des besoins des individus plutôt que d'une norme extérieure aux individus. Ici, le temps de travail. Voilà le chemin. Les critiques du communisme, ben, il y en a eu beaucoup. Elles sont essentiellement, disons un mot quand même, de la critique, hein, et on aura fini. Elles seront essentiellement au nombre de 3, c'est-à-dire Marx accusé d'avoir fait une philosophie de l'histoire. Vous voyez, c'est-à-dire de dire que le socialisme et le communisme étaient la venue inévitable du capitalisme. Alors c'est vrai que Marx l'a écrit 2 ou 3 fois, mais on ne peut pas dire qu'il considérait ça comme inéluctable, pas du tout. Il s'en est expliqué d'ailleurs dans un texte qu'avait évoqué l'un d'entre vous à une assistance première, hein, sur un texte paru en russe, où il dit qu'il n'a absolument pas fait ça, hein, qu'il a simplement voulu décrire la forme capitaliste telle qu'elle existe. L'autre critique, eh c'est de dire que les hommes ne font rien sans la concurrence. La concurrence est la base du capitalisme, mais que la concurrence, c'est bien. Alors, et dire que c'était une vision tout à fait romantique que de croire qu'on pouvait se passer de la concurrence. Proudhon est un grand défenseur de la concurrence. Il n'y a pas de texte plus brutal sur la concurrence que celui de Proudhon. Mais Marx répondait à ça, je crois qu'il n'était pas du tout romantique, il était aristotélicien. Qu'est-ce que veut dire aristotélicien? C'est de dire que l'homme prend du plaisir à l'activité, que le plaisir n'est pas en lui-même, c'est-à-dire le plaisir absolu comme ça n'existe pas, il accompagne l'activité, c'est comme ça qu'il existe. Et donc tout homme veut être actif, et d'esprit et de corps. Pas forcément, et que par conséquent, s'il l'est, il n'aura pas besoin forcément d'une nécessaire concurrence. La dernière critique, c'est celle qui est sans doute la plus vive, qui vient de la philosophie anglaise et du grand philosophe anglais déjà cité, Hume. C'est de dire la nature humaine, c'est simple, hein, c'est la chanson, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et parlez-moi de moi, ben, c'est de dire tout ce que fait les humains est lié à son moi. Et l'existence de la propriété est un moyen d'apaiser les duretés humaines tellement les égos sont forts. La médiation de la propriété est une aide à la vie sociale plutôt que son empêchement. Vive la propriété, ça adoucit les mœurs. Vision discutable. Bon. J'ai laissé de côté, je termine juste là-dessus, un texte de Engels, mais que tout le monde peut lire. Hein. Je rappelle la lecture à faire. Travail, comment ça s'appelle? Vous voyez, j'avais cité un Travail salarié et capital, petit livre de Marx par Marx qui résume Marx lui-même, et le livre de Engels, L'origine de la famille, de l'État et de la propriété, grand livre, hein, aujourd'hui très critiqué, mais
qui montrait qu'il y avait eu un moment où l'humanité avait été sans État et que sous le capitalisme, l'État était devenu l'armée et la police comme instrument de répression de la classe exploitée. Voilà. Bon. Eh bien, que ça vous encourage à la lecture, et même du livre 1. Merci. Merci.